Bonjour chers étudiants et étudiantes, bonjour chers professeurs. Nous sommes ici pour une conférence sur l'application de la géomatique dans la gestion des ressources naturelles. Avant de commencer, nous souhaitons la bienvenue au docteur Ibra Touré qui a eu l'aimabilité de venir nous présenter cette conférence. Et aussi, nous souhaitons la bienvenue au docteur Karalansi que tout le monde connaît ici, et au docteur Labali Touré. Donc, je vais donner la parole au docteur Karalansi pour qu'il commence et qu'il fait des bienvenus au docteur. Nous avons aujourd'hui l'honneur de recevoir docteur Ibra Touré, donc, qui est, si je ne me trompe, géographe, donc spécialiste des questions de géomatique et aussi de pastoralisme, je pense. Nous le remercions vivement d'avoir voulu animer cette conférence et aussi de prendre son temps pour venir ici participer à la formation de nos étudiants. Donc nous le remercions vivement et lui souhaitons la bienvenue à l'UCN, en espérant que c'est le début d'une coopération et que demain, il viendra nous soutenir aussi dans la formation, dans les cours, donc en animant des cours, en dispensant des cours du moins. Donc je vais donner la parole à docteur Touré, qui est le modérateur. Donc, et je le remercie aussi de prendre cette initiative d'organiser des conférences pour les étudiants afin d'accompagner tout le processus pédagogique que nous mettons en place dans les salles classes et aussi en TP. Donc c'est aussi une forme d'enseignement donc moderne qu'il faudra aussi intégrer dans les cours. Merci beaucoup, cher collègue docteur Karalansi. Bonjour, chers étudiants, bonjour, chers collègues dans la salle. Bienvenue à Ibra dans nos campus. Bienvenue, chers maîtres et chers doyens. Je rappelle que c'est Ibra qui m'a formé, qui m'a encadré à master. Et depuis 2005, il suit mes pas. C'est le premier qui m'a remis un GPS en septembre, je me souviens bien, 2006, dans la zone du lac de Guerre, Tatki, dans le Ferlo. Et de 2005 à maintenant, ça fait presque 17 ans que je fais ce cursus. Malgré vos nombreux voyages, vous n'avez jamais cessé de suivre mon cheminement aussi, de voir qu'est-ce que je deviens et également de contribuer à ma formation. Donc c'est honneur pour moi de modérer une conférence animée par un de mes maîtres qui m'a guidé, qui m'a initié à la géomatique et qui m'a aussi fait aimer cette discipline. Donc c'est toute une joie et toute une reconnaissance que je vous dois d'avoir d'abord voulu faire le déplacement de Montpellier à Kaolack pour venir contribuer à la formation de nos étudiants. Comme vous le savez, nous sommes une jeune institution universitaire qui a démarré il y a 3 années, donc qui est dans les premiers balbutiements. On n'a pas tout ce qu'il faut, mais on a au moins les hommes et les femmes qui sont engagés pour ensemble relever le défi du succès de UCN. Donc vous voyez, c'est un enjeu important et cette conférence entre dans le cadre de l'animation scientifique qu'on veut proposer dans notre campus afin que nos étudiants puissent également avoir la chance de participer à des conférences animées par d'autres personnes autres que les enseignants que nous sommes. Parce que ça va permettre de renforcer votre formation, mais également de contribuer à inviter d'autres personnes également qui peuvent donner d'autres contenus à nos différents étudiants. Donc c'est sur ces mots que je fais cette petite note introductive avant de présenter le conférencier, en attendant que le problème technique soit résolu. Donc pour moi aujourd'hui, c'est juste un survol que je vais vous faire sur les applications diverses et variées de la géomatique dans la gestion des ressources naturelles. Et je me présenterai beaucoup plus sur des applications liées à la gestion des ressources pastorales au Sénégal et au Sahel de manière générale. Et donc, juste à l'entame, je voulais dire que c'est
une démarche, c'est un outil, c'est un ensemble d'outils qui ont pour finalité de contribuer à la compréhension du fonctionnement des phénomènes spatiaux. Donc là aussi, quand on dit compréhension, on a besoin, d'observer. Observer pour informer. On a besoin de décider, puisqu'on a besoin de l'information. Une fois qu'on a l'information, on peut décider, si elle est bonne, bien évidemment. Et quand on décide, on agit. Donc on change quelque part des décisions. Et en cela, tous les domaines de la géomatique utilisent pas mal de produits, de plans, de cartes, de GPS, de télédétection, de spatiocartes. Et ça constitue en gros une dynamique interdisciplinaire. Et là, je vois qu'aussi vous êtes nombreux de différents domaines. Et c'est aussi une démarche et des outils qui sont intégrateurs. Pourquoi? Pour rappel, géomatique, géo c'est plutôt la géographie, donc il y a deux origines, et puis le côté matique, c'est tout ce qui est lié à l'informatique. Donc, pour rappel, c'est d'abord autour de la géographie, certains d'entre vous en ont fait, d'accord? C'est à la fois une science des représentations de l'espace et des pratiques des hommes qui en résultent. Donc c'est une discipline qui est assez intégratrice, qui a 4 dimensions. D'abord, elle est conceptuelle. Comme vous le savez, les géographes adorent définir des concepts, les manipuler autour de l'écosystème, de paysages, du milieu urbain. Et puis d'autres concepts liés à la distance, à la polarisation, pour mesurer les rapports entre les sociétés et l'espace. C'est aussi des concepts qu'on manipule beaucoup, comme la région, la nation, etc., etc. Elle est également structuraliste parce qu'on adore en géographie essayer de comprendre la manière dont les parties sont arrangées entre elles. Là, vous avez en bas quelques images prises par avion. Vous avez ici la première qui est à votre gauche, c'est une image qui montre un peu une structure d'un campement à l'est du lac de Guiers, où a travaillé la Bali. Et puis on voit sur le bas, en tout cas, des rizières ou des périmètres maraîchers. Donc là, l'analyse nous permet de voir quel rapport on peut avoir. Par exemple, est-ce que les habitants de ce campement exploitent ou pas? On voit en arrière-fond aussi un troupeau. On est également, elle est systémiste parce qu'elle essaie de voir l'ensemble des éléments et leur interdépendance. Et elle est très entre tout ça pour essayer de mieux comprendre. Elle est enfin modélisatrice parce qu'elle essaie, en identifiant les éléments dans l'espace géographique, d'identifier des relations les plus fortes entre eux. Et pour modéliser, on a ce qu'on appelle l'abstraction. Donc on essaie de simplifier la réalité pour donner à une représentation qui soit thématique, qui soit individuelle, personnelle, collective. D'accord? Et donc là, vous avez également des aperçus en bas d'images qui vous montrent la structure agraire, toujours dans le ferlo, ici en bas. Non, je peux dire. Là, en bas, vous avez, c'est au niveau du forage de Kaundiral, où on voit quelques finages agricoles, et là, on voit un peu tout ce qui est comme espèces arbustive de type acacia céale, en tout cas qui sont les seuls peuplements qui restent dans un rayon de 12 km, et là, on voit tout l'effet de piétinement. Ici, on a une vue oblique d'un forage au nord du Sénégal, Tadki. Donc tout ça fait partie des observations qui nous permettent d'agencer, de comprendre, de modéliser, de systémiser, de structurer. Et en cela également, la géographie mobilise la cartographie. Un de mes enseignants disait que c'est à la fois une science et un art.
et une technique, une science, parce qu'on utilise beaucoup, vous allez voir, du domaine géodésique, mathématique. Et c'est également un art, parce que le fait de dessiner renvoie à une certaine, en tout cas, aisance pour la personne, pouvoir faire des croquis, dessiner, représenter. Et technique, parce qu'on a un ensemble d'instruments qu'on utilise, et vous allez voir, qui nous permettent d'arriver à produire des cartes avec 3 phases, que ce soit même en géomatique aujourd'hui, l'utilisation des sujets, ces phases sont encore principalement l'établissement, donc la collecte des données de terrain, l'exploitation de ces données par des logiciels. Ensuite, on dessine. À l'époque, on le faisait à la main, bien évidemment. Maintenant, ça a tendance à disparaître. Mais tous, vous avez eu à faire des croquis, à faire des cartes, à décalquer, à faire des profils. Et enfin, il y a une 3e édition, c'est celle de l'édition, donc la reproduction. Une fois qu'on a identifié le thème, simplifié la réalité, on peut produire une carte ou un plan. Et ce n'est qu'une représentation qu'on faisait sur un écran. Ensuite, pour que cette donnée ait une réalité physique, on lui a attribué une projection pour tenir compte à la fois des déformations à l'échelle du globe, mais également des distances pour qu'on puisse mesurer à partir de cette carte la distance qu'il y a. Aujourd'hui, pour venir ici, bon ben voilà, j'avais la distance entre Kaolack et Saly. Et donc, en même temps, ça me donnait le temps. Mais ça, c'est une évolution. On va voir des outils de la géomatique. Et donc, toutes ces étapes-là sont ici figurées sur le terrain. Donc, vous avez en gros un travail qu'on peut faire aussi avec les acteurs. On peut valider en équipe pluridisciplinaire. Là, en bas, c'est aussi un des anciens qui est maintenant prof à l'ENSA de Thiès, Abibou Kamara, qui fait des relevés de végétation, qui nous permettent en tout cas de faire un inventaire, de calculer la biomasse et de produire des cartes de biomasse à l'échelle d'un territoire, à l'échelle d'un pays, à l'échelle d'une région. Et que cette cartographie qui est à la fois technique et méthodologique mobilise, comme je vous l'avais dit, des concepts à la fois mathématiques, en touchant à l'astronomie. Avant la géodésie satellitaire, on utilisait les canevas géométriques astronomiques, donc on se basait sur les astres pour pouvoir projeter des endroits à l'est sur la Terre et pouvoir dessiner. On avait besoin de la géodésie, donc une science géode en tout cas de la Terre, de l'océanographie, de la photogrammétrie. Donc là aussi, on utilisait avant pour établir des cartes ce qu'on appelle les photographies aériennes. Je ne sais pas s'il y en a dans les archives encore. Voilà, tout ça c'est des vieilleries, mais il est bon de savoir d'où on part, parce que c'est un peu les fondamentaux. Enfin, on mobilisait beaucoup les systèmes de projection, donc dits mathématiques, par des transformations affines ou polynomiales pour pouvoir projeter. La Terre étant ronde, pour pouvoir développer une surface plane, on est forcé de faire de la projection. D'accord? Il y a eu ensuite tout ce qui est télédétection, donc on verra par l'utilisation des satellites, la topométrie, l'utilisation de tout ce qui est appareil de mesure de la hauteur, de la topographie, et les drones, donc qui permettent d'arriver à établir des cartes de base qui sont là. D'autre côté, ces méthodes sont remobilisées dans le cadre de ce qu'on appelle la cartographie thématique. Et là, ça permet de décrire et d'expliquer la répartition spatiale des phénomènes géographiques. Et on le voit bien évidemment, en géographie, on utilise beaucoup les cartes. Les cartes sont aux géographes, ce que les chiffres sont aux mathématiciens. On a besoin des cartes pour représenter la réalité physique, socio-économique et les relations qu'il y a en termes de liens et de flux entre ensemble géographique. Donc là, que ce soit en hydrologie, en géographie humaine, en environnement, les applications ou l'utilisation en tout cas de la géographie ou de la cartographie sont énormes. Et donc tout cela permet aussi d'avoir, en fonction des cartes dites de base, topographiques, qui permettent d'avoir en gros les éléments structurants de l'espace, et de l'autre côté des cartes thématiques qui sont des cartes dérivées d'un thème qu'on veut représenter. Hydrogéologie, géologie, végétation, économie, etc. Là, juste quelques exemples de cartes.
là toujours dans le Ferlo, une cartographie faite qui montre un peu la répartition des forages dans cet espace sylvopastoral. Là, c'est un travail qu'on est en train de faire en Guinée, l'occupation du sol. Ensuite, un travail d'échantillonnage pour identifier les zones d'élevage pour pouvoir administrer des enquêtes dans le cadre d'un projet qui est en cours d'évaluation. Et là, en bas à droite encore, vous avez un exemple des sites de recherche, dispositifs qu'on a ici à Dakar, qui travaillent sur le pastoralisme, avec un échantillonnage de campements. Et derrière chaque campement, on a une information liée à la fois au campement, au nombre d'animaux, au nombre de foyers, au nombre d'enfants, etc., et qui nous permet ensuite de généraliser à l'échelle du Sénégal sur cela. Donc aussi des cartes que l'on peut faire sous forme de flux, ici qui montrent au Sahel, par exemple, la mobilité, les grands axes saisonniers de transhumance, les grands axes transfrontaliers entre les pays, et qui nous permettent en tout cas de voir comment est-ce que l'échange se fait et comment est-ce que les animaux se... Là à droite, vous avez un croquis, c'est ce qu'on faisait avant, à partir de photographies aériennes, on interprétait des paysages, on redessinait à la main, on donnait une légende. Donc une carte a besoin d'avoir un titre, une légende, bien évidemment, des sources, une orientation, etc., etc. Mais bon, ça, vous aurez l'occasion certainement d'avoir un cours là-dessus pour vous expliquer un petit peu les éléments de la cartographie. Alors, cette cartographie a beaucoup évolué et dans l'historique pour aboutir à ce qu'on appelle aujourd'hui système d'information géographique. Mais la base est qu'il y a eu pas mal d'exemples pionniers. Ça a commencé bien sûr en Europe, avec des cartes utilisées par l'armée, donc dans tout ce qui est lié à la Révolution américaine. Donc ils ont utilisé les premières cartes. Et ils ont également construit les atlas parce qu'il fallait, au niveau des États-Unis, essayer de dérouler des chemins de fer. Que ce soit aux États-Unis ou en Irlande, tous ces aspects ont permis aussi, en tout cas, d'aller vers ce qu'on appelle de la cartographie multicritère. Et ça aussi à travers des épidémies. Aujourd'hui, on parle beaucoup de la pandémie Covid, mais on sait quel est le rôle des cartes ou de la géomatique dans, par exemple, l'identification des zones touchées, d'accord, le suivi en temps réel de ces zones et de pouvoir... Par exemple, là, pour Londres, il fallait à un moment mettre certains quartiers en quarantaine. Hein? En 1854 déjà. Donc ça, c'est les premières cartes qui sont à la base, en tout cas, de cette utilisation multicritère, multivariée, pour pouvoir adresser plusieurs informations et pouvoir les... Maintenant, avec le début de l'ère informatique, en tout cas en Europe et aux États-Unis, dans les années 50-60, on a eu des départements de géographie qui ont commencé à faire, en tout cas, le passage des cartes papier à des cartes perforées, des systèmes d'ordinateurs qui étaient énormes, pour pouvoir refaire les calculs, parce que là aussi, c'était au tout début du balbutiement. Donc, beaucoup d'universités ont continué, l'université de Chicago, le département de Washington, qui ont développé pas mal. Ensuite, au début des années 60, les Canadiens aussi se sont mis à l'œuvre dans le cadre de l'inventaire des potentialités qu'ils avaient. Le Canada est énorme, l'Amérique aussi. Donc voilà, ils avaient besoin d'avoir des cartes énormes pour essayer en tout cas de faire l'inventaire phonique, de créer également des espaces, d'organiser cet espace, de le conquérir. Et là, il fallait avoir un certain nombre de cartes qu'il fallait numériser, donc passer de l'analogique au numérique, par les premiers appareils de scan, de vectorisation, de partition de données, qui ont permis de faire également en avant. Dans une carte. Que la carte, c'est un produit final, mais il y a beaucoup de démarches qui ont été faites, souvent par plusieurs acteurs de plusieurs disciplines, pour arriver à représenter un territoire sur une portion de carte ou sur la carte. Mais vous avez aussi insisté sur aujourd'hui l'enjeu de la géomatique avec l'intelligence artificielle qui contribue à donner un autre boom à cette dimension, à cette discipline du spatial, sans pour autant ne pas négliger l'enjeu, mais l'avenir de la géomatique avec le développement de l'informatique
mais aussi inciter, parler également de ce beau métier qu'on a en commun et qu'on essaie de transmettre également à des gens qui souhaitent s'y lancer. Donc je ne sais pas, en résumé, c'est juste ma petite synthèse de cet atelier, de cette conférence, de cette communication que je trouve très intéressante, mais surtout montrer également que c'est le terrain, que la géomatique, ce n'est pas toutes les photos que Ibra a montrées. On voit bien que Ibra, il a toujours son sac à dos, ce sac en bandoulière. Je l'ai connu avec un sac comme ça, toujours sur le terrain. Et je me souviens également qu'on a dormi une fois dans une voiture, et même sur le toit d'une voiture, je me souviens bien à Tatki. Et je me souviens bien aussi que je suis une fois tombé sur la moto Ondara, que tu m'avais remis quand j'étais à Kermomassar. Et quand je suis tombé, tu m'as dit, mais débrouille-toi quoi. Tu m'as dit, débrouille-toi, parce que voilà, c'est ça. Et j'ai pris des charrettes pendant au moins 10 jours pour parcourir des villages avec des enquêtes, avec un charretier qui était à ma disposition en 2006-2007. Tout ça pour vous dire que Ibra, c'est un homme de terrain. C'est un homme également qui s'est, en tout cas moi, qui m'a donné la passion de la géomatique. C'est voilà, le terrain, mais surtout la modestie de l'homme. Voilà. Ibra, c'est aussi quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, mais qui se met toujours à la place de celui qui apprend et qui donne avec beaucoup d'humilité ce qu'il sait. Et en tout cas, moi, je ne pourrais pas synthétiser sans rappeler également tous ces aspects-là. Si aujourd'hui on est là, c'est parce qu'il y a des gens comme vous qui ont beaucoup contribué à nous aider, mais également à nous pousser, mais surtout à nous initier, à donner l'amour de ce métier-là. Et on était en réunion il n'y a pas longtemps aussi avec le CIRS, le PRAPS. Et donc, c'est dans d'autres cadres où on se rencontre encore et dans lesquels j'apprends encore à vos côtés, mais voilà, avec toujours cette même Ibra qui m'a eu comme étudiant à l'âge de 20 ans, 21 ans et que vous continuez à suivre. En tout cas, merci pour cette belle communication. Je vais m'arrêter là pour donner la parole aux étudiants parce que la conférence là, c'est pour vous. C'est pour vous surtout, et c'est à vous de poser des questions, des contributions, et soyez le plus libre possible. La parole est à vous. Avant tout, d'abord, je dis bonjour à vous, les professeurs, et je dis aussi merci d'avoir partagé vos connaissances avec nous. Moi, c'est bon. Moi, je me nomme Seine Diouf. Je suis étudiante en licence de géomatique et climatologie. Ma question est suivante. Quel rôle peut jouer le SIC dans la gestion des ressources naturelles en eau? On a besoin, en tout cas, dans tous nos États et un peu partout, d'avoir un état des connaissances de nos ressources naturelles. Et donc, le sujet, par ses démarches, par son approche, peut nous permettre de cartographier, d'accord? Une fois qu'on a cette carte, on peut estimer les étendues, on peut estimer l'évolution, si on en fait une base, d'accord, pour pouvoir décider à la fois de leur aménagement, et mieux, si on fait un inventaire, on peut aussi avoir plusieurs autres informations qu'on peut associer. Donc on arrive à avoir une base de données multisource de plusieurs données qu'on peut mettre ensemble, croiser, analyser, prospecter pour identifier un peu un projet d'avenir, un projet de gestion à long terme de ces ressources. Donc pour moi, c'est un rôle primordial que d'avoir un système d'information géographique, mais bien sûr réfléchi avec des questions pour qui, pourquoi, comment. Il ne faudra pas mettre la charrue avant les bœufs. Voilà. Donc bien identifier ses besoins pour qu'il puisse jouer son rôle. D'accord? Parce qu'il y a le SIG comme outil QGIS, d'accord, mais il ne fait pas l'application. Ce qu'il faut derrière, c'est venir avec des questions d'inventaire, de gestion, de connaissances, etc., etc., que lui, il va pouvoir ensuite prendre avec tout ce qu'il faut comme équipe autour pour pouvoir déployer. D'accord? Donc voilà, pour moi, c'est primordial en tout cas, et c'est quelque chose qui devient incontournable dans nos États, si on veut en tout cas avoir une meilleure connaissance de ces ressources-là. Bonjour tout le monde. Avant d'entamer mes propos, permettez-moi d'adresser mes mots à notre cher professeur Touré. Et
et d'avoir partagé ses connaissances avec nous. Bon, moi c'est Abdoulaye Diamanka, responsable de la licence géomatique et climatologie L2. Bon, moi j'aimerais savoir, dans la zone du Ferlo, puisque nous avons l'habitude d'entendre que c'est une zone de conflit entre agriculteurs et notamment éleveurs, bon, en quoi l'application de la géomatique peut être un atout à la bonne gestion de l'espace. Petit exemple que je vous ai montré, on arrive avec le sujet à cartographier et à mettre à jour ces dynamiques-là. Parce que le problème de nos États ou de nos ressources ici, c'est connaître leur état et leur dynamique. Quand je dis nos ressources, c'est ressources en eau, ressources foncières, mais également la dynamique qu'on a des activités par-dessus. Vous voyez? Donc en essayant de mettre tout cela sur un support cartographique et informatique, on peut arriver à, mettre à jour, 2, avoir une vision synoptique de tout cela. Et les conflits en soi, pour moi, c'est quelque chose qui est inhérent à toute société. Il y a toujours eu des conflits entre agriculteurs et éleveurs qu'ils ont su aussi, à leur niveau, gérer. Le fait est qu'en ce moment, on communique peu, on parle peu. Et l'autre rôle du SIG, c'est aussi cet outil de plaidoyer, de communication. Avec une fois qu'on met les données, on peut voir tous, partager tous, des points de vue différents, mais qu'on peut représenter. Donc vous voyez, ça lui dote un peu cette puissance-là de communication et aussi de décision. Et ces éleveurs qu'on a suivis tout au long, toute la démarche de cartographie nous ont permis non seulement de savoir qu'eux, ils ont déjà des connaissances endogènes, spatialisées, et qui nous demandent d'être actualisées et à être prises en charge par une équipe ou par des équipes qui veulent en tout cas les entendre, quoi. Et en faisant ça, on contribue, on anticipe sur des conflits. Par exemple, un front agricole qui avance sur des terres de parcours où il y avait eu des pistes, où il y avait eu des gens qui passaient. Mais le fait est que les gens viennent souvent aussi cultiver quelque part. S'ils ne voient personne, ils pensent que ça n'appartient à personne. Alors que c'est quand même des zones à vocation pastorale. Et que l'élevage pastoral est là aujourd'hui, il n'est pas là demain parce qu'il se déplace. Et ça permet aussi aux gens de prendre conscience qu'ils ne sont pas seuls et qu'il y a d'autres systèmes. Et puis ça permet en tout cas d'atténuer et d'anticiper sur ces conflits, quoi. Sur le choix des points d'eau ou les mettre, on peut positionner le point d'eau, pas à l'intérieur des champs, mais à une zone qui n'est pas aussi... Voilà. Donc on peut, avec le SIG, simuler, pré-identifier des zones propices à l'implantation des cultures, des zones propices à l'implantation des points d'eau, etc., etc. Et donc, par cette geste, par ces actions, on arrive à apaiser, on arrive à, en tout cas, à montrer plusieurs scénarios. D'accord? Pourquoi dit-on que le raster et les vecteurs sont choisis comme des modèles de données spatiales? Alors, pourquoi raster, pourquoi vecteur? Donc là aussi, c'est le passage de l'analogique au numérique. L'ordinateur ne voit que des signes 1, 0. Donc la première, c'est on prend une photo et le raster est calé sur ce format-là, raster. Donc on prend pour stocker cette information, on a ces deux modèles de représentation. Soit raster, qui est une image, et c'est très proche des images satellitaires, c'est très proche des images photos que vous avez, c'est numérique. D'accord? Ou bien vous avez le modèle vecteur. Le modèle vecteur, c'est un modèle qui est vectoriel, donc qui prend 3 primitives. On représente l'information soit par un point, soit en une ligne, si c'est un cours d'eau, une piste, soit en polygone. D'accord? Et ça, c'est une manière de passer de données analogiques aux données numériques. C'est les deux formats que les logiciels de SIG proposent, et pas autrement. Est-ce que c'est clair? Et ça fait partie en tout cas de... Voilà. Le raster, c'est le pixel, c'est l'élément élémentaire. Et plus c'est fait, plus c'est précis, mais plus c'est gros. D'accord? C'est à la fois... c'est ça qui est intéressant. Quand on parlait de région, j'ai dit par rapport au sujet, c'est comme si le père qui parle à son fils, qui parle à son grand-père. Il était beaucoup de choses. Et donc c'est aussi intéressant de voir que la science est universelle et que
un métier qui est très intéressant, qui est très challengeant et puis qui a beaucoup d'enjeux. Donc c'est nous pousser encore au travail et aussi surtout que c'est jamais facile et tout ne se va pas de nous. Moi je suis dans ce métier depuis 15 ans. Moi et tous les jours j'apprends des choses. Donc voilà, c'est ça qui fait son charme. Donc je vous remercie et rendez-vous pour la prochaine fois et au collège je pense.